Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions qui existent lorsque les conditions d'application ne sont pas vérifiées. Donc pour rappel, dans la majorité des cas en statistique, on essaye de privilégier les tests paramétriques, qui sont donc des tests typiquement test T, ANOVA, régression, qui nécessitent de vérifier les conditions d'application. Donc conditions d'application, pour rappel, ça se dit aussi hypothèse préliminaire, hypothèse sous-jacente. Lorsque l'on veut faire un de ces tests, on doit obligatoirement d'abord vérifier que les conditions d'application sont vérifiées, sinon on ne peut pas passer à l'interprétation du test. Le test n'est pas fiable si elles ne sont pas vérifiées. Du coup, forcément, résoudre ces problèmes est un enjeu majeur, parce que sinon on reste là avec des données dont on ne sait rien tirer parce que les conditions d'application ne sont pas vérifiées. Alors, nous allons dans un premier temps parler de, selon moi, la première chose à faire lorsque les conditions d'application ne sont pas vérifiées, pour moi c'est la chose la plus importante, c'est transformer la variable dépendante, donc la VD. Il y a plusieurs types de transformations qui existent. Je vais vous montrer comment faire. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo tant théorique que mise en pratique sur SPSS. Les deux, je vous montrerai les deux. Parce que justement, donc, la transformation que vous allez faire dépend entièrement du problème auquel vous faites face. Par exemple, pour ici, pour cette vidéo, on va faire une ANOVA avec ces deux variables-ci. Donc, la variable dépendante, c'est le BDI, le score au BDI. Donc, le BDI, c'est le Beck Depression Inventory. Donc, c'est à quel point la personne est dépressive. Pour rappel, au plus le score est élevé, au plus la personne présente des symptômes importants de dépression. Donc, c'est bien un score, une VD dépendante. Une VD quantitative. Et notre VI, ici, c'est simplement de savoir si la personne connaît autour d'elle des gens qui ont une dépression, qui ont eu une dépression. Première réponse, non, personne. Deuxième réponse, oui, dans mon entourage élargi. Et troisième réponse, oui, parmi mes proches. Donc là, on est bien dans une VI qualitative à 3 niveaux. Et donc, on va faire une ANOVA pour savoir si le fait de connaître des gens dépressifs a une influence sur le score de dépression. Alors, pour cela, donc voici l'ANOVA que j'ai réalisée. Pour rappel, dans une ANOVA, la première étape, c'est donc les conditions d'application. Pour une ANOVA, il y en a 3. Bon, l'indépendance des données qui ne nous intéresse pas ici, parce que c'est tout simplement le fait d'être sûr que nos données sont bien indépendantes et qu'elles ne sont pas pairées. Une deuxième condition d'application, c'est l'homogénéité des variances qui se vérifie grâce au test de Levené. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le test de Levené est significatif. Autrement dit, nos variables sont significativement différentes, donc elles ne sont pas homogènes. Donc cette condition d'application ici n'est pas vérifiée. Avec ça comme résultat, je ne peux pas aller interpréter les résultats de mon ANOVA. Mon ANOVA n'est pas fiable. Je dois faire quelque chose. Et enfin, il y a également une autre condition d'application, la troisième, qui est la normalité des résidus. Ici, j'ai fait un QQ-plot et on voit quand même que les points qui sont supposés suivre la droite ne la suivent pas du tout. Ici, on a typiquement une distribution asymétrique. J'ai fait un histogramme pour que vous puissiez mieux voir un petit peu ce que ça donne. Et effectivement, là, de nouveau, on voit qu'on a une distribution asymétrique avec un penchant sur la gauche. Donc, ici, aucune de mes conditions d'application, homogénéité des variances et normalité des résidus ne sont respectées. Alors, donc je vais faire la transformation. Donc, comme je vous disais, transformation sur la VD, j'insiste bien sur la VD, pas sur la VI, jamais sur la VI, dépend entièrement du type de problème rencontré. Ici, je vais faire une transformation uniquement pour régler le problème de la variance. Donc je ne m'intéresse pas aux résidus. Partons du principe que les résidus sont normaux. Donc j'ai un problème de variance avec mon test de Levené ici qui est significatif. Du coup, là, je peux faire une transformation racine carrée. Donc, pour ça, on va dans Transform, Compute Variable. Ce sera de toute façon ici qu'on ira. Ça, c'est une fonction extrêmement pratique pour justement transformer, compute, c'est ça que ça veut dire, calculer, transformer une variable. Ici, dans Target Variable, je vais mettre le nouveau nom de ma variable. Alors, je vais mettre par exemple racine carrée
de la VD, donc qui est BDI. Vous donnez n'importe quel nom, c'est le nom de code, ça n'a pas vraiment... Tant que vous vous en sortez, c'est très bien. Ici, donc, on va mettre le code, ce qu'on a besoin. Donc ici, on va faire la racine carrée de ma variable score obtenu au BDI ici. Alors là, en fait, vous avez toutes les fonctions que vous pouvez faire. Bon, par cœur, moi je sais que la racine carrée, en anglais ça se dit square root, donc je sais comment ça se note, mais pour que vous la trouviez, donc il faut aller ici, c'est SQRT, il faut le savoir, on est d'accord. Donc square root, racine carrée. Vous cliquez 2 fois dessus, et donc là il vous affiche le code, comme SPSS le comprend, pour comprendre que c'est une racine carrée qu'il doit faire. Le point d'interrogation doit être remplacé par la VD, la variable que vous voulez transformer, vous voulez appliquer une racine carrée. Donc là, soit vous cliquez 2 fois dessus, soit vous cliquez une fois et vous appuyez sur la flèche là, c'est égal. Donc là, il va me faire la racine carrée de la variable temps 1 BDI score. C'est exactement ce que je veux. Très bien. Je clique sur OK. Là, si on voit dans mes variables, je vois qu'une nouvelle variable a été créée. Alors, je vais lui donner le même nom qu'à l'autre. Mais je vais marquer score en racine carrée. Comme ça, je n'oublie pas que c'est quand même la racine carrée. Du coup, ici, je vais faire un graphe juste pour que vous compreniez, pour que vous voyez un petit peu l'intérêt. Donc, je fais un box plot avec... sur l'axe des X, la variable indépendante, et sur l'axe des Y, le score obtenu au BDI, mais qui n'est pas transformé. Et donc là, effectivement, on voit qu'il y a un gros problème de variance. Vous voyez bien que la variance, donc variance, on peut dire dispersion, hein, la dispersion des scores ici, pour ce groupe-là, est bien plus grande, tandis qu'ici, on a une toute petite variance, une toute petite dispersion, avec néanmoins une valeur extrême ici. Donc là, clairement, le graphique nous confirme le Levené, le test de Levené, même si de nouveau le test de Levené prime, parce que lui, il a une p-valeur. Hein. Mais ici, on voit bien qu'il y a effectivement un problème de variance. Bon, maintenant, si je refais mon graphe, mon box plot, mais avec la variable en racine carrée, et en fait, là, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? On a, je ne dis pas que c'est réussi, ça on va le voir après quand je vais refaire le test de Levené, mais donc là on voit quand même que en fait ce qui s'est passé c'est que tous les scores ont été mis sous racine carrée. Donc pour que vous visualisiez un petit peu, si je vais dans les data, je vais les mettre côte à côte comme ça vous les voyez bien. Donc là, on a le score, et là, on a la racine carrée. Et vous voyez, en fait, que SPSS, il a fait quoi? Ben, il a fait ce chiffre-là, sous racine carrée. Les 4 sont devenus des 2, les 16 sont devenus des 4, etc., etc. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, les grands chiffres deviennent des bien plus petits chiffres, proportionnellement parlant, par rapport à des petits chiffres qui diminuent, qui finalement diminuent assez peu. Donc, ça permet, en fait, de stabiliser la variance. Ça ne fonctionne pas toujours, hein, c'est pas une solution miracle. Mais en tout cas, c'est ça le principe. Et donc, en faisant la racine carrée donc bien de notre VD, donc des scores obtenus de chaque participant, on permet comme ça d'avoir, de stabiliser la variance. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Suspense. Je vais refaire mon ANOVA. Forcément, il faut la refaire. À part qu'avec ma VD, je vais la changer. Ma VD, maintenant, je vais prendre la racine carrée. Parce que forcément, si je refais mon ANOVA, mais avec la VD initiale, bah, qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas résolu. Donc, le test d'homogénéité est bien coché, parce que forcément, c'est ça mon problème. Et alors là, je refais l'ANOVA. Bon, manque de bol, ici, ça n'a pas fonctionné. Ici, il est encore plus significatif. Ah non, il est un petit peu moins, il me semble. Il est moins... Enfin bon, bref, c'est significatif, ça n'a pas changé. Donc c'est ça que je disais, que ce n'est pas une solution miracle. Ça peut aider, mais parfois ça marche pas. Mais pour moi, c'est essentiel de d'abord passer par une transformation. Pourquoi?
Parce qu'une transformation permet de garder les données brutes. Alors oui, on les change, oui, on fait une transformation dessus, certes, mais au moins on travaille encore avec des données brutes. Parce que vous allez voir, la dernière solution, c'est non paramétrique. Les tests non paramétriques, le problème, c'est que là, on transforme les données en rang et qu'on perd énormément en puissance. Donc, pour moi, ça, c'est quand même la solution idéale, même si ici, clairement, malheureusement, c'est foutu. Donc, on ne pourra rien faire de cette variable que j'ai transformée en racine carrée, c'est poubelle. Mais bon, voilà, ça valait la peine d'essayer. Donc, transformation de variables dépendantes. Quand on a un problème d'homogénéité des variances, on peut faire une transformation en racine carrée sur la VD. Après, bien sûr, il ne suffit pas de faire la transformation, il faut après aller vérifier et refaire l'ANOVA, refaire le test de Levenet pour savoir si ça marche ou pas. Ici, ce n'est pas le cas. Deuxième transformation possible, c'est pour les résidus. Donc ici, on a clairement une distribution asymétrique, donc on n'a pas notre courbe de Gauss. Du coup, on peut faire une transformation sur la VD pour tenter de normaliser les résidus. Alors, de nouveau, donc là, ici, partez du principe qu'il n'y a pas de problème d'homogénéité des variances, ce qui est le cas, mais donc oubliez ça. Ici, partez du principe qu'il y a juste un problème de résidus. Nous allons à nouveau dans Transform Compute Variable, et ici, je vais mettre ln BDI. Donc BDI, c'est ma VD, que je vais transformer et je vais lui faire une transformation en logarithme népérien. Alors, de nouveau, tout est là. Logarithme népérien, c'est à ln, et c'est tout simplement en fait ln ici, voilà. Et de nouveau, vous mettez le score obtenu au BDI, non transformé. Et donc là, SPSS va vous transformer votre variable en logarithme népérien. Alors, à nouveau, nous avons une nouvelle variable qui a été créée ici. Je vais de nouveau utiliser le même nom, mais mettre à la place que c'est en ln. Score en ln obtenu au BDI avant intervention, donc c'est bien ma VD transformée en ln, logarithme népérien. Et là, je vais donc tester, je vais voir ce que ça donne. Je vais refaire mon ANOVA, mais en utilisant comme variable dépendante la variable transformée en ln. Donc, ici, l'ANOVA m'a créé des résidus, parce que je lui avais demandé. Et alors, donc, ici, je vais faire un QQplot des derniers résidus obtenus, donc des résidus de l'ANOVA faite avec la variable transformée en ln. Ça a amélioré le problème. C'est pas parfait, mais moi personnellement, je prendrais quand même en me disant ok, le problème pour moi il est plus ou moins résolu, on peut continuer l'ANOVA avec la variable transformée en ln. De nouveau, je parle uniquement pour la normalité des résidus. Pour rappel, l'homogénéité des variances n'est pas OK, du coup, je ne peux pas continuer. Mais en tout cas, là, j'ai un problème de résolu, donc s'il n'y avait que ça qui posait problème, je pourrais continuer mon ANOVA. Pour que vous puissiez visualiser un petit peu, si on fait un histogramme avec les résidus ici, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus normal, effectivement. Ah bon, le QQplot suffit, mais c'était pour que vous puissiez visualiser avec quelque chose de plus clair qu'un QQplot. Voilà, donc ça c'est la deuxième transformation possible. Quand on a un problème de résidu, on peut faire une transformation ln, logarithme népérien, sur la VD. Troisième transformation qui est beaucoup utilisée, et c'est celle que j'aurais dû faire en premier ici, pour vous montrer, enfin si j'avais été dans le cadre d'une recherche, c'est la transformation en base logarithmique 10. Donc c'est de nouveau un logarithme comme le ln, mais c'est le log 10. Alors, pourquoi je dis que j'aurais dû faire ça directement? Parce que le log 10, en fait, est une transformation qui permet à la fois de normaliser les résidus et à la fois, dans une certaine mesure, de stabiliser la variance. Généralement, ça stabilise moins bien qu'une racine carrée, mais l'avantage du log 10, c'est que ça permet de faire les deux en même temps. Donc à mon avis, au niveau de la variance, ça va de nouveau pas fonctionner, mais soit c'est pas grave, on essaye. Donc, transform, compute variable. Ici, je peux mettre log 10
Donc je vais transformer ma variable dépendante BDI en log 10. Alors à nouveau, si vous ne connaissez pas le code, vous allez dans All ici, et donc c'est LG10, log 10, et là vous mettez la variable dépendante que vous allez transformer en log 10. Donc de nouveau, j'ai ma nouvelle variable ici, je vais lui donner le même nom. Donc c'est bien mon score au BDI en log 10. Je refais mon ANOVA avec comme variable dépendante ma variable transformée. L'homogénéité des variances est cochée et les résidus également. Donc tout est là. Bon, comme je vous disais, effectivement, malheureusement pour le test de Levené, c'est mort. Il est toujours significatif, donc mes variances sont toujours hétérogènes. Problème non résolu. Et on va voir maintenant ce qu'il en est du QQplot avec les derniers résidus obtenus. Donc résidus pour la variable transformée en log 10. C'est mieux que ce qu'on avait. Donc de nouveau, le log 10 a permis également de corriger un petit peu ce problème-là. Donc la transformation de variable, très important. Comme je vous disais, c'est vraiment d'abord tester ça avant de passer à la suite. Parce qu'on travaille vraiment avec la même variable. Maintenant, attention, si vous utilisez une transformation de variable, de nouveau, moi ici, je suis bloqué parce que ça ne marche pas au niveau de la variance, mais si jamais vous continuez vos résultats avec une variable transformée, attention après, parce que vous allez faire des tests post-hoc, par exemple, un Bonferroni, et il va vous afficher des moyennes, mais les moyennes ne seront pas les mêmes, parce que vous vous rendez bien compte que, ici, voilà, ici, donc ça c'est mon vrai score. Ça c'est mon score au BDI. Ça c'est le score en racine carrée, ce n'est pas la même chose. Et là on a le score en ln. Là vous voyez qu'on a carrément du négatif. Et le score en log 10. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas du tout... Voilà, les scores ils vont jusqu'à 1,49. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ne parlez pas de... Ah oui, tel groupe a une moyenne de 0,5. Non, les moyennes que vous devez utiliser doivent être les moyennes avec les scores normaux de la VD d'origine. Même si les analyses, vous les poursuivez avec une des 3 variables transformées. Donc faites attention à ça. Ou alors vous précisez, voilà, tel groupe a une moyenne de autant, mais avec la variable transformée en racine carrée. Des choses comme ça. Donc voilà, soit vous utilisez ceci, ces moyennes-ci de cette variable dépendante non transformée, soit vous utilisez les moyennes de la variable transformée, mais en précisant bien qu'il s'agit d'une variable transformée. Ça, c'est donc la première solution qui existe, transformer les variables. La deuxième solution que l'on va étudier aujourd'hui est dans le cas où l'homogénéité des variances pose problème. Donc, c'est le cas ici, moi, avec mon ANOVA, où j'ai réussi à régler le problème des résidus, soit en faisant une transformation log 10, soit en faisant une transformation ln, mais ma variance, malheureusement, n'a pas bougé, elle est toujours significative, enfin, le test de Levené est toujours significatif, donc mes variances sont hétérogènes. Donc là, je peux, par exemple, faire ce qu'on appelle une correction de Welch. Le problème de la correction de Welch, c'est qu'on ne peut l'utiliser que dans le cas d'une ANOVA 1. Donc si par exemple vous avez une ANOVA 2, avec 2 VI, eh bien vous devrez faire 2 corrections de Welch, une pour chaque VI, et du coup vous perdez le test de l'interaction. Donc vous perdez énormément d'intérêt à votre étude, parce que justement l'intérêt d'une ANOVA 2 ou 3 ou 4, c'est d'avoir les effets d'interaction. Enfin, ça dépend des études, mais il y en a où on se base là-dessus pour justement avoir quelque chose de significatif. Donc, c'est le problème de Welch, c'est pour ça que je disais que dans un premier temps, ce serait mieux de faire une transformation, parce que là, on peut faire toutes les ANOVA qu'on veut avec la variable transformée, on peut faire des ANOVA 2 sans aucun problème. Donc, pour faire une correction de Welch, il faut aller dans Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Donc moi, généralement, quand je fais une ANOVA 1, je passe toujours par le General Linear Model et je fais Univariate. Mais quand vous faites une... Donc ça, c'est tant pour ANOVA 1, ANOVA 2, ANOVA 3, ANOVA ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire Welch, Welch n'est malheureusement disponible que dans le One Way ANOVA, que moi, personnellement, je n'utilise jamais. Alors, mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mon score en ln. Pourquoi?
Parce que je vous rappelle que si je prends ma VD initiale, elle a un problème de normalité des résidus. Or, Welsh, vous ne pouvez le faire que quand la normalité des résidus est vérifiée. Si je prends cette VD là, j'ai un problème de résidus que Welsh ne va pas résoudre. Welsh, il va juste s'occuper de l'homogénéité des variances. Donc il faut que je prenne soit le score en log 10, soit le score en ln. Donc, ça c'est ma variable dépendante, le score en ln de BDI, et ma VI, mon facteur, c'est donc est-ce qu'il y a déjà eu des personnes dans l'entourage qui ont eu une dépression. Alors là, vous allez voir... on va pas faire de post-log aujourd'hui. Welsh. Welsh est là, donc vous allez dans Options et vous cliquez sur Welsh. Vous pouvez demander l'homogénéité des variances, ce sera le test de Levené qui est significatif, on le sait très bien. Donc, moi je ne le demande pas ici vu que je le sais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Welsh, en fait, va nous fournir ce tableau-ci. Donc, vous le voyez ici. Et l'intérêt de Welsh, en fait, c'est de fournir une autre ANOVA, un test F, mais qui tient compte du fait que les variances ne sont pas homogènes. Donc attention, ça c'est une erreur communément faite par les étudiants. Welsh ne résout pas le problème de l'homogénéité des variances. Donc vous avez encore et toujours un problème d'homogénéité des variances. L'étape 1 de votre ANOVA, vérifier les conditions d'application, normalité des résidus, il y avait un problème, on l'a réglé, donc on continue avec la variable transformée. L'homogénéité des variances, on a essayé une transformation, ça n'a pas marché. Et du coup, Welsh, c'est une statistique qui existe pour faire ce que l'ANOVA fait, donc une analyse de la variance, mais en tenant compte du fait que vos variances ne sont pas homogènes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tableau-ci, en fait, on ne va pas le regarder, parce que ça, c'est une ANOVA. Votre ANOVA, vous ne pouvez pas l'interpréter, parce que vos variances ne sont pas homogènes. Du coup, à la place, vous allez interpréter ici, en fait, un test robuste de l'égalité des moyennes, sur ma VD transformée en ln, avec Welsh, qui est donc, comme je vous disais, c'est un F, c'est une analyse de la variance. Vous voyez que la statistique diffère un petit peu. Là, on a un F de 4,877, là, on a un F de 5. On n'a pas du tout les mêmes degrés de liberté. Et vous voyez que la p-valeur ne change pas des masses. Donc, de toute façon, si on avait fait l'ANOVA, on aurait conclu la même chose, mais je vous rappelle que ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas faire ça, déontologiquement parlant, parce que ça peut porter problème. Dans ce cas-ci, la conclusion aurait été la même, ce n'est pas forcément le cas toujours. Donc, ici, on va interpréter ce tableau comme l'ANOVA, donc c'est-à-dire, la p-valeur est significative, ce qui signifie que la VD varie significativement en fonction de la VI. Donc le score en ln obtenu au BDI avant intervention varie significativement en fonction du fait que la personne connaisse, oui ou non, des personnes dépressives dans son entourage. Le fait de connaître des personnes dépressives dans son entourage a un impact sur le score de dépression présenté par le participant. Étape 2 de l'ANOVA, donc, on fait vraiment l'ANOVA. Ici, on n'a pas de taille de l'effet. Avec Welsh, que je sache, ce n'est pas possible. Du coup, on n'interprète pas ça. Et du coup, si vous voulez être complet, il faut passer à l'étape 3 de l'ANOVA. Alors, là, j'en avais parlé lorsque j'avais fait la vidéo sur les tests post-hoc. Lorsque on fait Welsh, il faut faire un contraste linéaire. Par SPSS, c'est le seul test post-hoc qui tient compte du fait que nos variances sont potentiellement hétérogènes et donc le contraste linéaire calcule tout seul, enfin il le fait automatiquement, il calcule, il fait vos contrastes en fonction, selon que vos variances sont homogènes, mais il prévoit aussi que vos variances soient hétérogènes et du coup il calcule les deux. Donc étape 3 ici, vous ne pouvez pas me faire un Bonferroni, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ou un Tukey. Vous devez faire des contrastes linéaires. Bien, ça c'était la deuxième solution envisagée, donc la correction de Welsh pour une ANOVA et quand l'homogénéité des variances pose problème. Dernière solution, mais qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, c'est les tests non paramétriques.
Si vous avez un problème de normalité des résidus et que vous n'arrivez pas à le régler, parce que voilà, vous avez fait une transformation LN ou log10, ça n'a pas fonctionné, vous avez toujours une distribution asymétrique, alors là, vous n'avez pas d'autre choix en fait que de faire un test non paramétrique. Parce que les tests non paramétriques, en fait, c'est des tests qui n'ont aucune condition d'application. On peut toujours les faire. Toujours, toujours, toujours. Donc, en dernier recours, on peut toujours avoir recours à eux. Mais comme je vous disais, un test non paramétrique est moins puissant. Mais comme je vous disais, ça c'est une vidéo complètement à part entière. Donc si vous en êtes là dans vos analyses, allez voir la vidéo sur les tests non paramétriques. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Hein. Au revoir.